Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qu'on ne sait pas, parce que, vous voyez, il suffit même de lire Owen Wall, qui a fait un ouvrage qui n'est pas subversif non plus, hein, qui s'appelle Les relations franco-américaines de 1945 à 1954. Vous vous apercevez que l'appareil socialiste et MRP, la droite avec, est à l'ambassade américaine à peu près de 0 à 24 heures, avec relais. Hein. Ils sont là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, surtout. Vous vous dites que c'est excessif. Ben, vous lisez les archives américaines, même les publiées, et vous en trouvez écho. Et pourquoi ça ne parvient pas jusqu'à nos oreilles, ou jusqu'aux oreilles de la majorité de la population? Ben parce que ça ne se fait pas, parce qu'il n'y a plus d'histoire sociale, et parce qu'il n'y a plus un jury académique qui pourrait accueillir des sujets aussi malveillants et aussi sulfureux. Mais c'est quand même comme ça que les choses se sont faites. Et réfléchissez. Cet objectif américain d'implantation en Europe, qui se déploie dans l'Union européenne, a ceci, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai fait une mise au point bien approfondie sur mon carcan européen, qui va vous être livré dans pas longtemps, parce que les Anglais m'avaient demandé, normalement doivent le traduire, m'avaient demandé d'en mettre un peu plus sur l'Angleterre, et de préciser les choses sur Robert Schuman. Robert Schuman sera encore plus détaillé, et il faut dire qu'il y a de la matière, de telle sorte que, voilà, vous aurez un écho de cette question sociale, y compris en Europe. Comme disait en 1931 la presse du Comité des Forges, ce serait, voilà, nous avons même dans telle session les organisations ouvrières compréhensibles. Ces organisations ouvrières compréhensibles, on avait fait leur conquête pour s'installer en Europe, pour faire l'Union européenne, et cette Union européenne, c'était une union syndicale aussi. C'est cette union syndicale qui est d'abord en 1949, moi je m'y arrête, selon le plan officiellement défini, préparé bien avant, mais officiellement défini par le congrès de l'American Federation of Labor de septembre 1944, qui consistait à organiser la casse du syndicalisme international, dans lequel, à la faveur de la grande coalition, c'est-à-dire quand même de l'effort militaire soviétique, tout de même, il avait fallu inclure les syndicats soviétiques, c'est-à-dire l'objectif de casse de la Fédération syndicale mondiale, constituée en 1945, et incluant tous les membres de la Grande Alliance, y compris bien entendu les Anglais et une fraction des Américains, sous la forme du CIO, hein, du Committee for Industrial Organizations, qui s'est aligné sur la FL, je n'ai pas le temps de développer, et donc il s'agissait de casser la FSM, ce qui est fait, de constituer autre chose, une confédération internationale des syndicats libres, parce qu'ils sont toujours libres, hein, les anticommunistes sont toujours libres, qui est constituée, et vous l'imaginez, bien que mon ouvrage s'arrête en 1949, nous avons là le noyau de tous les organismes qui précèdent la constitution de la Confédération européenne des syndicats, qui reprend à partir des années 1980, la ligne qui était celle, je terminerai là pour que, bien entendu, vous puissiez, que Bernard et vous-même puissiez intervenir, ce qui nous fait renouer avec cette extraordinaire proposition, enfin extraordinaire, non finalement, normale, cette proposition du chef, d'un des chefs du syndicalisme, ça s'appelait Libre aussi à l'époque, c'était par opposition au syndicat jaune,
mais bon, du syndicalisme, ce qu'on a appelé le syndicalisme libre allemand, qui définit le syndicalisme, hein, très réformiste. L'ancien secrétaire de la Fédération du bois qui s'appelle Tarnov, qui en 1931, dans la crise que vous connaissez, la crise mondiale, sauf l'URSS, très violente en Allemagne, dit « Il faut que nous soyons le médecin au chevet du capitalisme et que nous lui assurions sa guérison. Merci pour lui. » C'est très efficace. Il est, vous vous en doutez, un opposant extrêmement faible, c'est un euphémisme, à Hitler, auquel il propose ses services. Dans la nouvelle, ce qui correspond à l'ancienne Neue Presse, qui s'appelle maintenant la Nouvelle Presse Magazine, paraîtra en janvier un article sur, que j'ai fait sur le fascisme, les aspects non idéologiques du fascisme et le cas allemand. Et suivez les autres, ça sera en janvier, mais suivez les autres publications, après je le mettrai sur mon site, quand ça paraîtra, parce que j'ai trouvé un texte d'archives policières sur le rôle du SPD et le rôle du KPD avec leurs organisations syndicales associées en 1933, qui remet là encore quelques pendules à l'heure. Et comme dit Engels, je me retranche derrière les sources policières et par conséquent ne pourrais être accusé. Vous savez, comme Engels disait, moi je me retranche derrière les sources bourgeoises, comme ça, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et ils ne peuvent m'accuser d'aucune malignité. Et donc, le même Tarnov, qui, ayant proposé ses bons services aux nazis, mais n'ayant pas obtenu satisfaction, évidemment, il y avait du personnel à caser, comme je l'ai exposé dans les petits conflits entre le Zentrum, la future CDU, et les nazis, à l'arrivée des nazis aux affaires. Et beaucoup de nazis à caser quand même, voilà, même si le Zentrum soutenait bien les nazis. Et donc, dans cette conjoncture, s'étant fait refuser ses services, il s'en va voguer au nord de l'Europe. Les Américains le font revenir. Naturellement, il est toujours obsédé, comme en 1931, par le péril de radicalité. Et comme son camarade Hébert, il est la révolution à l'égal du péché, ça c'est Hébert qui l'a dit, qui est promu à la tête de la DGB de zone américaine à son retour à partir de... DGB, c'est le syndicalisme. Le syndicalisme allemand, c'est-à-dire l'organisation des syndicats allemands qui s'appelait ADGB, avec le A désigne général, Confédération des syndicats allemands. Avant-guerre, ça s'appelait Confédération Générale, Allgemeine, et après, ça ne s'appelle plus que Confédération des syndicats allemands, DGB. Eh bien, c'est Tarnov, le médecin du capitalisme. Autrement dit, nous sommes à une époque où la pression extérieure sur le syndicalisme a accompagné et précipité des transformations tellement importantes dans la défense des salariés, ou rendu la défense des salariés tellement impossible, que cette question qui avait l'air extérieure est une question qui nous concerne tous. Et je dois dire qu'on peut d'autant mieux expliquer qu'on en connaît les racines historiques. L'histoire, ça a évidemment une fonction scientifique, mais ça a une fonction d'incitation à la réflexion et à l'action, me semble-t-il, au moins aussi importante que sa fonction scientifique. J'en ai terminé. Merci. On va passer la parole. Bernard. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble,
qui a donc lu attentivement cet ouvrage et qui a lui-même quelques compétences sur ces matières, je présume que tu avais éventuellement des questions ou des commentaires. Ce que je veux faire, c'est c'est compléter ce que vient de dire Annie en montrant la fécondité de sa démarche pour la recherche que je mène, et donc dire ma dette à l'endroit d'Annie. On mesure combien l'histoire officielle, qui n'est pas celle qu'elle pratique, ce qu'il y a valu quelques déboires académiques, l'histoire officielle est une histoire qui vole l'histoire populaire complètement. Et travaillant sur la sécurité sociale, je me suis trouvé avec l'histoire officielle. Qu'est-ce que c'est que la Sécu? C'est l'époque qui veut ça, en 1945, le patronat est dans les choux, et puis on a une unité dans le CNR des gaullistes aux communistes, et puis on a une CGT qui est forte, et puis on a un capitalisme fordiste qui a besoin d'écouler sa camelote de production de masse, parce que c'est du côté des économies d'échelle qu'on a la source essentielle du profit, et il faut donc solvabiliser la population à travers la sécurité sociale. Bref, l'État-providence, c'est la providence du capital. Et les militants qui ont été à l'origine des conquêtes de 1945 ont été des idiots utiles du capital. En gros, c'est ce qu'on nous enseigne, y compris dans une version marxiste de la chose. Je prends les bouquins de Bocara sur le capitalisme monopoliste d'État, qui nous dit que la Sécu, ça sert à la reproduction élargie de la force de travail, que chaque capitaliste pris dans la concurrence intercapitaliste ne peut reconnaître dans le salaire que les besoins immédiats pour que le type ou la femme soit encore au boulot demain, mais que la classe capitaliste, elle a besoin de reconnaissance, de besoin de qualification, de reproduction d'une génération à l'autre, etc. Et que c'est la sécurité sociale qui l'organise. J'étais extrêmement réticent vis-à-vis de cette lecture extrêmement méprisante pour la classe ouvrière. La classe ouvrière ne peut pas être un sujet. La classe ouvrière, elle ne peut être qu'un objet. Elle n'existe pas comme classe. D'ailleurs, il n'y a qu'une classe. Il y a que la classe dirigeante. Prenez les Passons Charlot, il n'y a qu'une classe. Et ce mépris dont je voyais bien, par ailleurs, qu'il nous racontait une fable, parce que j'avais aussi, moi, des archives, des documents, etc. Mais j'arrivais pas à mettre la main sur ce vol de l'histoire. Et là, en lisant la thèse d'Annie sur la CGT et la revendication ouvrière face à l'État de 1944 à 1947, c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de patronat dans les choux, que le patronat est au contraire extrêmement soutenu par les socialistes et le MRP, évidemment, qui sont là à sa botte en permanence, que la CGT est travaillée par la scission qui se prépare et qui permet des chantages internes tout à fait considérables, et qu'au bout du compte, il y a bien des révolutionnaires, ce sont des ex-unitaires et puis quelques ex-confédérés d'ailleurs, comme Saillant ou comme Buisson, s'agissant de la Sécu, enfin des gens tout à fait remarquables. Et que ces révolutionnaires, ils n'ont pas du tout été des idiots utiles du capital, seuls contre tous. Les ministres communistes et les militants de la CGT vont non pas créer la sécurité sociale, elle existe depuis belle lurette, tout existe pratiquement. Tout le paravent du syndicalisme, y compris d'ailleurs en apparence l'argent. Je le dis parce qu'il vient de paraître un bouquin, je ne l'ai pas lu encore, donc j'ai oublié le nom du publiciste. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit un historien
ça pourrait être un historien, mais quelqu'un vient, je crois, de ridiculiser des propos sur Schuman en disant mais non, Schuman n'a jamais touché d'argent, non, pas du tout, il y avait un budget ridicule de l'organisation américaine sur l'Europe unie. Ben, vous trouvez ça, par exemple, dans le fonds syndical du Free Trade Union Committee, du comité pour les syndicats libres, qui est doté d'1 million de dollars. Et ça n'a aucune importance, l'argent ne vient pas de là. C'est-à-dire que l'argent est fourni par tout l'appareil d'État. Et nous disposons aujourd'hui à la fois de sources et d'études américaines fondées sur les sources qui attestent que vous avez, ça c'est la caractéristique d'ailleurs, c'est une caractéristique sidérante pour nous, tout simplement parce que nous l'ignorons, de l'histoire de l'impérialisme américain, cet appareil gigantesque qui est en apparence constitué d'une sorte de, soit de collaboration entre syndicats et États, soit de ce qui s'appelle la collaboration entre le secteur privé et l'État, mais on ne demande jamais au grand capital de dépenser un vrai sou. En réalité, toutes les fondations, Fondation Ford, toutes les fondations diverses, elles portent tous les noms, toutes sont financées par l'État. Alors, ce que tu dis me semble très important, c'est-à-dire à quel point il a été décisif, y compris d'ailleurs dans le contact avec les syndicalistes européens, parce que les syndicalistes européens n'aimaient pas beaucoup l'AFL. Ils la détestaient même, puisque l'AFL avait tenté une OPA sur le syndicaliste. Ça ne vous surprendra pas. Le projet américain d'Europe, c'est un projet de la fin du XIXe siècle. C'est donc le grand but de guerre de la Première Guerre mondiale. Et on a toute une série d'études, pas une série d'ailleurs, on a des études de Martin Fine qui n'ont jamais été traduites en français, qui sont même introuvables, qui montrent à quel point l'AFL a tenté de faire en 1919 ce que l'AFL a fait à partir de 1944. Mais vous avez encore des résistances dans les impérialismes étrangers, et les Américains ne réalisent pas leur objectif. Et l'AFL est tellement considérée comme ultra-réactionnaire, ce qu'elle était, que c'est un obstacle pour la discussion avec le syndicalisme européen, qui, vous le savez, même quand il est très réactionnaire, a, quand il est CGT, un discours révolutionnaire. Car les confédérés ont toujours eu un petit bout de discours révolutionnaire. Et vive l'abolition des classes, et patati et patala. Alors, avec un Gompers qui était réactionnaire, que j'en étais une horreur, si vous voulez, qui était acquis à officiellement acquis à la libre entreprise américaine, à une époque où ça n'était pas à la mode dans les milieux européens, ça n'allait pas. C'est pour ça d'ailleurs que l'État a eu tant besoin du CIO. Redis quand même un tout petit peu Alors, AFL et CIO, parce que tout le monde n'est pas censé connaître tout ça. L'American Federation of Labor, c'est le syndicat qui l'emporte à partir du début du XXe siècle et qui est constitué, si vous voulez, c'est ce que Engels appelle les grands trade unions, de travailleurs qualifiés, en général blancs, sans femmes, et par conséquent, ceux-là sont syndicables, on peut leur donner des miettes. Le reste n'intéresse pas l'AFL. Et l'AFL a des positions ouvertement pro-impérialistes et extrêmement politiquement, extrêmement réactionnaires. Raciste. Ben oui, anti-noir, anti-femme, enfin, anti tout ce qui n'est pas toute petite couche supérieure qui aime bien les patrons et que les patrons aiment bien. Et ça pose des problèmes, évidemment, dans les années, ça a posé des problèmes à tous les moments, mais ça a particulièrement posé un problème dans les années 1930, où la colère ouvrière, le mécontentement ouvrier, aboutissent à de nouvelles luttes et à la constitution, dans les années 1930, du Committee for Industrial Organization. Mais les chercheurs américains l'ont très bien montré, puisqu'il y a une grande école d'histoire sociale aux États-Unis, hein, ils ont montré que ce syndicalisme-là était cependant un syndicalisme finalement aussi pro-impérialiste que l'autre,
c'est-à-dire ce que Lénine appelle un syndicalisme social chauvin. Du moment que les États-Unis s'étendaient à l'extérieur, tout allait bien. Mais le CIO a été un instrument d'une importance considérable pour séduire le syndicalisme ouvrier européen. Les États-Unis sont d'abord passés par le CIO, tellement l'AFL était invendable, comme on dit en américain. Hein. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous ayez en effet des syndicalistes, mais des syndicalistes qui sont entièrement manœuvrés par l'État, et rien ne le montre autant que quelque chose que j'ai étudié dans certains articles, puisque beaucoup de choses sur lesquelles, à part ma thèse, pour lesquelles j'ai travaillé sur l'après-45, ont été l'objet d'articles et pas de livres. À partir de ces éléments syndicalistes, vous avez une adhésion complète aux objectifs du plan Marshall. On passe par le CIO, et puis comme il y a une droitisation considérable, vous le savez, à partir des années 50, on se marie ensemble, ça fait l'AFL-CIO, que des mauvais esprits appellent malheureusement sans excès l'AFL-CIA, et puisque c'était une expression courante aux États-Unis, et on se retrouve au début des années 1950. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a un fonds admirable. Moi, c'est là-dessus que j'ai fait une partie des travaux dont certains vous sont livrés là. Il y a un fonds remarquable des Amériques États-Unis exclusivement consacré au syndicalisme qui montre comment l'État américain, comment le patronat américain a pris le contrôle du syndicalisme américain en cassant les combatifs, car il y a eu des combatifs. Il a fallu se battre contre, par exemple, les travailleurs de la mer qui étaient encore combatifs dans la côte ouest sur le Pacifique jusqu'en 1951. Il a fallu pratiquement 6 ans pour éradiquer tout radicalisme. Et vous vous trouvez avec une espèce de caricature de ce qui aujourd'hui triomphe chez nous. Justement, permets-moi une brève question, peut-être pour lancer le débat. On a chez nous aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que ce serait peut-être pour confirmer la phrase célèbre « il y a eu de l'histoire mais il n'y en a plus ». On a entendu tout dernièrement un membre du gouvernement de gauche que nous connaissons évoquer le fait, surprenant à première vue, qu'il y avait trop de syndicats et que ça finissait donc par nuire au fameux dialogue social. Alors à la lumière du fait qu'il y a quand même, s'il n'y a plus d'histoire aujourd'hui, il y en a une que nous a rappelé. Est-ce que tu pourrais ou peut-être Bernard aussi, nous faire un petit commentaire sur l'évolution syndicale aujourd'hui que tu viens d'introduire, avec d'étranges, effectivement, similitudes avec l'unanimisme qui permet ce dialogue social tellement efficace, puisqu'il consiste en fait à contresigner systématiquement sans broncher tout ce que propose le patronat. On ne citera personne, mais nous voyons très bien quel est le type de syndicat qui pourrait unifier tous les syndicats et en permettre aux syndicats d'avancer au sens du gouvernement actuel. Donc voilà, c'est le sens de ma question, en rapport avec ce que tu viens d'évoquer, l'évolution actuelle en France. Écoute, c'est vraiment le sens de ce que j'appelle la politique, de ce que, comment elle s'appelle, Noémie Klein a appelé la stratégie du choc, c'est-à-dire qu'il y a un moment de la crise, et on le voit très bien dans les années 1930, il y a un moment de la crise où le consensus devient difficile ou impossible, même avec des syndicalistes compréhensifs. Pour qu'il existe du syndicalisme compréhensif, il faut, comme disait joliment Bergeron, qu'il y ait un minimum de grains à moudre, mais il y a un moment de la casse des salaires où le patronat considère qu'il n'y a plus de grains à moudre. C'est ce qui nous arrive dans les années 1930. C'est ce que j'ai étudié dans l'ouvrage de Munich à Vichy,
qui montre comment on arrive à une situation de violence extraordinaire, de suppression de fait des syndicats, puisque par l'accord du Majestic que personne ne connaît, qui voit se réunir deux confédérés qu'on retrouvera dans la collaboration et un chef du comité des forges et un chef de l'union des intérêts métallurgiques et miniers, qu'on retrouve bien entendu dans la grande collaboration économique et politique de la guerre, le 7 octobre 1939, par les accords dits du Majestic, le patronat consent à ceux qui le servent, qui lui ont cassé les grèves, qui ont cassé les syndicats, auxquels il a consenti le droit de faire appel à l'État pour aller organiser la répression contre les communistes, puisque vous savez qu'à partir de septembre 1939, les communistes sont en situation d'illégalité, ils sont soit aux troupes, soit dans la clandestinité, il faut se le rappeler tout de même, hein. J'ai rencontré récemment des militants dont les parents, un militant dont les parents s'étaient fait voler, ou la famille s'était fait voler leur bibliothèque. C'est ça qui s'est passé en septembre 1939. Donc on est dans une situation d'extraordinaire répression qui est cautionnée par des syndicalistes compréhensifs, mais finalement, plus de syndicats, des syndicalistes compréhensifs seulement. C'est-à-dire que c'est un accord par lequel les élections syndicales sont supprimées, ce qui permet aux confédérés de reprendre la direction des syndicats qu'ils avaient perdus entre 1935 et 1937, et dans des conditions, ce qui est très bien pour le patronat, où il n'y a plus en fait de syndicats. Je ne vais donner qu'un chiffre. La Fédération des métaux a eu probablement en 1936-1937 jusqu'à 1 million d'adhérents. En 1939, elle en a 30 000. Il n'y a plus de syndicats. Mais vous le remarquez, il y a quand même des bouches à nourrir. Eh bien, c'est vrai, on le sent historiquement, nous parvenons à une époque qui est celle qui s'est déroulée, ce que j'évoque dans l'article dont je vous ai parlé, ce qui s'est déroulé en Allemagne, c'est-à-dire des syndicats qui acceptent tout, la baisse de 5%, de 10%, de 15%. Mais pour que les syndicats existent, théoriquement sur le papier, et puis pratiquement, et puis qu'on les entretienne quand même, quand ils n'ont plus de syndiqués, il faut les entretenir. Bon, vous le savez. Quand on n'a plus besoin de syndicats, on a quelques bouches par reconnaissance à nourrir, mais on n'a plus besoin de syndicats, parce qu'il faut un minimum de crédibilité. Si vous décidez de casser les salaires, d'avoir une politique de poigne, c'est incompatible avec des syndicats même compréhensifs. Et ce que nous mesurons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période qui ressemble étrangement à 38-40. Les mouvements de menton du président du Conseil ressemblent comme des jumeaux au mouvement de menton de Daladier. Regardez la législation anti-ouvrière de 1938-1940. Quand tu disais Daladier, qui ressemble au président du Conseil, celui qui ressemble au président du Conseil d'époque, c'est pas Daladier. Lapsus facilement. Tu as dit Daladier, c'est Valls, évidemment. On avait compris dans le Conseil même, t'inquiète pas. Voilà. Le président, le Premier ministre ressemble comme un jumeau à Daladier. Mais il faut... Pour voir jusqu'à quel point les choses vont, il faut mesurer la profondeur du caractère anti-ouvrier des mesures de 1938-1940. Eh bien, c'est très intéressant. C'est en particulier très intéressant sur le Front National, parce que ça montre bien l'hypocrisie des grands cris d'orfraie sur le péril fasciste, quand on sait très bien, quand nos gouvernants savent très bien que le seul moyen de faire
reculer les fascistes, c'est que les salariés s'unissent et envoient un grand coup de pied dans tout ça et arrivent à s'unifier et à casser tout ce qui leur a été, à se débarrasser du carcan qui leur a été imposé depuis des décennies. Quand est-ce que le racisme a reculé en France dans l'entre-deux-guerres? En 36-37. C'est quand la CGT, la CGTU se réunissent et surtout, sur les accords de voilà, 36. et surtout Et ça fait reculer. quand les travailleurs se mettent en mouvement et obtiennent de voir annuler, certes momentanément, mais de voir annuler toutes les mesures qui ont pesé sur le pouvoir d'achat. À ce moment-là, il n'y a plus de manifestation au sein de la classe ouvrière, il n'y a plus de racisme. C'est un moment d'unification qui a eu une importance décisive. C'est ça d'ailleurs que vous retrouvez finalement, qui est fécondé dans la période de la résistance, même si la résistance est très minoritaire en France. C'est une résistance ouvrière. C'est incontestablement, majoritairement, une résistance ouvrière. Et ce qui s'est passé en France ressemble à ce qui s'est passé en Allemagne. À un moment de frappe au marteau, il n'y a plus besoin de syndicats. On peut juste faire des câlins à ceux qui ont été les plus corrompus et qui ont mené les salariés le plus à leur perte. On ne peut pas aller au-delà. Et donc, quand vous avez un président du Conseil qui pousse des cris en disant « moi, je suis le sauveur contre le Front National », il se moque du monde. Parce que le Front National... Des premiers ministres, hein, Premier ministre. Tu veux absolument... Oui, tu veux absolument qu'il soit président du Conseil, ce garçon. C'est pas un lapsus quand même. Mais t'as raison, il a une tête de président du Conseil. Et il est clair que nous sommes dans une conjoncture de ce genre. Et Daladier fait la même chose, lui qui est président du Conseil, en toute connaissance de cause, puisque Daladier, il a cette caractéristique d'avoir été choisi par le patronat en 1933-1934 pour diriger un gouvernement très fort, c'est-à-dire pour être un des instruments du fascisme à venir. Je suis désolé, là aussi, je dois passer pour pétroleuse, mais enfin, que Daladier soit un complice du putsch, ça ne fait absolument aucun doute. Toutes les archives le montrent. Donc oui, il faut bien voir à quel point la profondeur de la crise, maintenant, amène le patronat à considérer qu'il a de moins en moins de précautions à prendre avec ceux auxquels il a servi la soupe et qui ont fait croire aux travailleurs que l'Europe les sauverait. Réfléchissez à cette seule période des années 50 que j'étudie dans le carcan européen. Enfin, la manière dont on a présenté aux ouvriers, aux salariés, aux paysans, l'Union européenne. Et à quel point ceux qui alors menaient la lutte, dans les conditions difficiles, semblaient excessifs dans leur jugement. Mais moi je peux vous dire que les communistes étaient, comparés aux archives du Quai, plutôt modérés dans l'appréciation. Mais je vous jure que d'ailleurs je l'ai montré. Non, je voulais plutôt faire écho à ce que disait Annie sur 38. La législation anti-ouvrière de 38, l'interdiction de négocier les salaires qui est mise en place en 38, se fait sous l'urgence de l'état de guerre et de la préparation de la guerre. Avec la législation de l'état de guerre, comme tu le dis. Avec la législation de l'état de guerre. Donc c'est plutôt à ça que je serais attentif, moi. Parce que bon, le dialogue social, je crois que ça ne fait plus... grande illusion. Non, grande illusion, je pense, hein, mais en revanche, l'invocation de la guerre contre la barbarie, de la guerre contre... On s'y retrouve. Mais on s'y retrouve. Et quand même l'argument de fond de la guerre sociale. Hein,
la vocation de la guerre, c'est toujours pour mener la guerre sociale. C'est les mêmes arguments que ça. Y a-t-il des questions? Une question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez développé sur les influences étrangères sur le mouvement ouvrier, les actions de la bourgeoisie française, et surtout pendant la période de l'occupation, tel que j'ai compris, vous me dites ce n'était pas la guerre civile. Parce que j'ai bien compris ça. Je voudrais que vous développiez parce que, tel que je vois la chose, la société française, justement, est en guerre civile. Alors, Même s'il y a une part importante de l'extérieur. alors c'est ce que vous dites évidemment. Si vous voulez, il suffit de s'entendre sur sur le sens de guerre civile. Quand je dis qu'il n'y a jamais eu aucune guerre civile pure, je vais vous donner un exemple caricatural, un exemple de guerre civile, c'est le Bellum Sociale, c'est la guerre civile romaine. Hein, vous avez les esclaves, là il paraît qu'il y a un bouquin d'ailleurs qui vient d'être publié, ça m'a fait rigoler de voir un critique du Canard enchaîné se féliciter de ce qu'il y ait des historiens gladiateurs qui mettaient en cause l'historiographie dominante. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et donc, quand vous avez les esclaves qui se dressent contre les patriciens, contre les propriétaires fonciers, et qui mobilisent des dizaines de milliers d'esclaves, on est dans une situation de guerre civile. On n'est pas en guerre civile et vous observerez à quel point le terme a été galvaudé. On n'est pas en guerre civile dans la période d'occupation. Pour qu'il y ait guerre civile, je dirais, lutte de classe, oui, mais pour qu'il y ait guerre civile au sens originel de la guerre civile, c'est-à-dire à un moment des oppositions de classe portées jusqu'au niveau de la guerre intérieure, je dirais qu'il faut qu'il y ait un rapport de force tel qu'il y ait deux classes en lutte, y compris en lutte armée, l'une contre l'autre. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a une classe en situation de victoire totale, complètement soutenue par l'occupant étranger, dans des conditions, il est vrai que la Grèce vient de réaliser sans guerre. On peut dire que c'est quand même surprenant, puisqu'en 4 ans, elle a perdu 50% de son pouvoir d'achat sans occupation officielle. Nous, quand même, il a fallu l'occupant pour que les ouvriers et les employés perdent 50% de leur pouvoir d'achat. Mais si vous voulez, c'est pas ça que j'appelle une situation de guerre civile. Et vous observerez que ceux qui refusent résolument de travailler dans le sens d'une histoire économique et sociale globale, nous se rient tout le temps qu'il y a eu guerre civile. Non, non. Vous faites écraser la population par un rouleau compresseur ou par un tank et vous la mettez en situation de quasi-totale impuissance, c'est quand même difficile de parler de guerre civile. Comme disent les représentants, il y a une extraordinaire phrase d'un représentant DRG, je crois que c'est de 43, qui dit « les poings ne sont plus levés, ils sont fermés dans les poches, mais les ouvriers, voilà, ne perdent rien pour attendre. » Bah oui, peut-être, mais enfin, ils sont en situation d'écrasement. Donc on n'a pas de guerre civile. En fait, à l'époque contemporaine, je ne vois aucune guerre civile pure, des luttes de classe terribles. Oui. Il n'y a d'ailleurs que des luttes de classe, hein, même si on ne s'en aperçoit pas. Et vous savez qu'on répète tous maintenant, entre nous, cette extraordinaire phrase de Buffett, hein, oui, les luttes de classe, ça existe, nous on le sait, et c'est nous qui les gagnons. Ce n'est pas normal, a-t-il ajouté. Non, non. Et puis surtout, il dit, il est plus clair encore, c'est un des premiers décomplexés, préfigure Macron et tant d'autres. C'est normal. Il dit, c'est la guerre, il y a une guerre des riches contre les pauvres. Voilà. Il ne parle pas de guerre des classes, voilà. C'est encore plus simple. Et voilà. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de classe. Et c'est nous Et c'est nous les riches qui sommes en train de la gagner. Voilà.
Voilà. Et c'est ça qui est intéressant sur le plan historique. Vous comprenez, parce que la thèse de la guerre civile, elle permet, quand il n'y a pas de guerre civile, de masquer tout. Par exemple, on vous explique que la guerre d'Espagne, c'est finalement une guerre des méchants communistes contre tous les anarchistes, les trotskistes, tout ça. Vous regardez les guerres civiles, moi, la guerre d'Espagne, moi je vous recommande la lecture des archives allemandes, parce que c'est le meilleur antidote à ces âneries. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez, voilà, une victoire certes courte, mais tout de même, une victoire des masses populaires. Il n'y a même pas de guerre civile. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont préparé ça avec Mussolini et Hitler depuis des mois. Hein? Les autres arrivent illico. Guerre civile, c'est bien joli. Non, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour Franco de l'emporter. D'ailleurs, Franco est incapable de l'emporter jusqu'en 1939. Hein, et dans une situation extrêmement difficile. Donc ce que je n'aime pas dans le... Si vous voulez, guerre civile, ça suppose un niveau, je ne dis pas forcément égal ou subégal, mais quand même des forces en situation de s'affronter. Et nous ne sommes pas dans cette situation, nous n'avons pas été dans cette situation entre 1940 et 1944. Les choses, c'est comme ça, ça aurait pu être autrement. De toute façon, on ne fait pas l'histoire avec des scies. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Et c'est d'ailleurs toute l'explication de ce qui se produit après, du fait que les soviétiques, bien qu'ils soient anéantis, appauvris, etc., et voilà, sont en mesure d'imposer quand même une zone d'influence pendant un certain temps. C'est que, qu'est-ce qui détermine le rapport des forces? Ce qui n'empêche pas les luttes de classe, bien sûr, mais qu'est-ce qui détermine le rapport des forces dans nos pays? Ben, c'est le sort de la guerre. C'est-à-dire la situation générale. La preuve, hein. Après, les uns et les autres, les Grecs quand même. Si les Grecs n'ont pas fait de transformation substantielle en 1944, c'est quand même pas de leur faute. Parce que si vous aviez un rapport de force écrasant, d'ailleurs il n'y aurait pas eu de guerre civile, hein, en faveur des couches populaires, vous avez le cas grec. Vous avez sans doute ici l'excellente petite synthèse de Joël Fontaine, voilà, hein, qui vous résume les choses et qui vous montre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Grèce en 1944? En fait, il n'y a pas une guerre civile. Il y a les Allemands qui passent le relais aux Anglais, mais concrètement. Et puis vous l'avez dans les sources. Hein. Moi j'ai découvert dans les archives américaines même. Elle dit un truc à un moment. Moi j'apprends en 1944 comment les Allemands disent aux Anglais, bon écoutez, hein, on tient là, on vous remet les affaires quand on s'en va, vous nous laissez le temps nécessaire, on reçoit les Anglais reçoivent les Allemands, ça se passe très bien, et les Allemands infligent une quantité maximale de coups à la résistance, qui a un rapport de force intérieure écrasant, enfin qui n'a pas les armes qu'ont les Allemands, et il y a une véritable passation des pouvoirs. Et vous arrivez à ce triomphe admirable, enfin un peu difficile finalement, précisément parce que vous avez un rapport de force en faveur du peuple qui est favorable en 1944. Vous avez ce que réalisent Churchill et sa classe. Churchill, rappelons-nous-le, vous verrez, je le raconte dans mon nouvel ouvrage qui va sortir fin avril, Churchill qui dit très justement à Roosevelt, quand Roosevelt sauve tout Vichy en débarquant en Algérie et au Maroc, qui lui dit « mais c'est honteux, vous prenez Darlan, mais il est clair que nous sauvons les Quisling, c'est la violation du sens de notre guerre. » Eh bien les Quisling, ils se les ont utilisés en Grèce, mais il n'y a pas eu de guerre civile en Grèce. Il y a eu un déluge de feu
qui est tombé d'origine étrangère, parce que les classes dirigeantes n'ont pas la force pour affronter les classes dirigées en Grèce. Donc voilà, si vous voulez, c'est ça que nous donnent les sources, c'est ça que nous donne une analyse approfondie. C'est l'impossibilité de souscrire à des formules qui ont été utilisées pendant des décennies, mais qui ne décrivent pas la réalité. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu de guerre civile. Il n'y en a pas de guerre civile. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'en cette époque de l'impérialisme, à chaque fois qu'il y en a un qui est victime de quelque chose, qu'il y a une classe dirigeante qui est victime de quelque chose, elle va faire appel à l'impérialisme étranger et souvent ça marche. Voilà. Vous voulez une guerre civile, enfin, ou une situation d'affrontement, eh bien, laissez la Grèce toute seule, laissez la Grèce toute seule, et puis en Grèce, vous avez un rapport de force tellement écrasant qu'il n'y a pas de guerre civile non plus, et que les LAS et les forces politiques communistes qui ont l'appui de la quasi-totalité de la population l'emportent. Oui, il y a des zones hostiles, c'est vrai. Et elles sont très minoritaires, mais elles sont appuyées par ce déluge de feu extérieur. Et c'est ce qui s'est passé en Espagne, où le rapport de force, il faut le dire honnêtement, était cependant moins favorable au camp du changement. Hein, et sur des bases souvent nettement moins radicales. Mais voilà pourquoi je me méfie. Dire qu'il y a guerre civile, c'est totalement différent de dire qu'il y a lutte de classe. Oui, il y a lutte de classe. Bernard l'a rappelé. On ne peut même pas imaginer, j'ai raconté dans ma thèse, ce qu'était le combat, mais quotidien. C'était sans arrêt, c'était surtout, jamais ils n'ont concédé quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je dois dire, moi j'ai... Le combat quotidien, achève ta phrase quand même. Oui, c'était un combat quotidien des communistes contre les autres ministres, mais pour tout et n'importe quoi. Vraiment pour n'importe quoi. Il a évoqué les caisses. La nationalisation de l'EDF, le ministre de la production industrielle, avant qu'arrive Marcel Paul, c'est Lacoste. Notre héros local. Oui, bien sûr. Et non pas ce gros malin, comme c'est présenté dans les médias officiels quand il parle de juger Pétain, comme tu as pu le voir. Oui. Et donc, avant que Marcel Paul arrive, et d'ailleurs, s'agissant du statut de l'EDF, en catimini entre deux ministères, le 22 juin 1946, sans les signatures officielles du reste des ministres, enfin il a réussi un petit coup de force là entre deux ministres, mais avant c'est Lacoste bien connu, qui s'est illustré ensuite en Algérie, enfin, etc., etc. Et Lacoste, comme ministre de la production industrielle, bousille le projet du CNR. Il est vent debout contre le projet de nationalisation de l'EDF-GDF. Et dès que Paul, d'ailleurs, s'en va, pas tout seul, hein, un peu aidé, Lacoste revient. Mais dès novembre 1946. Oui, il est même parvenu, lui, après le ministère Blum. Blum, le grand homme de gauche, hein, c'est un salopard infini, ce truc. Ah oui, c'est un des pires. Il faut dire honnêtement, c'est un des pires. C'est un des pires. Ah, c'est un des pires parce que... Non. On avait toujours besoin de ce discours, voilà. Et Bernard vient de parler des affaires en catimini. Je vais quand même vous en rappeler une. Quand même, comme catimini, c'est la meilleure. C'est le 10 novembre, c'est le statut de la fonction publique du 10 novembre 1946. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des élections. Alors la SFIO est naturellement vent debout contre le statut de la fonction publique. Il faut le répéter, redis-le. Vent debout, mais à un degré, si vous voulez, pas moins que le MRP. De toute façon, écoutez, moi je raconte dans ma thèse quelque chose que je trouve quand même extraordinaire. Il faut dire que comment il s'appelle, Daniel Meyer, qui m'avait prêté ses archives,
j'avais l'air d'une Il jeune était un personne peu, très bien, un peu inconséquent, cette avait été un peu déçu du résultat parce qu'il est venu à la soutenance de ma thèse d'État. Il a découvert l'usage que j'en avais fait et ça ne lui a pas plu du tout. Je vais vous raconter deux éléments. Daniel Meyer, à un moment, dit dans une session du comité directeur de la SFIO, non, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. On est à la délégation des gauches où on défend l'augmentation des salaires et on est contre l'augmentation des salaires. Non, mais il faut qu'on casse la délégation des gauches, ce qu'il fait. Et le 10 novembre 1946, qu'est-ce qui se passe? La SFIO, et elle a raison, redoute un score électoral calamiteux. En plus, elle est emberlificotée, il faut le dire honnêtement, dans quelques difficultés syndicales. Parce que le brave Neumeyer, tout réformiste qu'il est, il adore le statut. Neumeyer, dit qui c'est? Alors, Robert Neumeyer, c'était un des dirigeants des fédérations de fonctionnaires et je dirais, moins fébrile, très anticommuniste, mais quand même, je dirais, ayant gardé avec son milieu peut-être plus de liens, et qui trouvait quand même ce statut de la fonction publique littéralement merveilleux. Et qui leur avait dit, vous êtes bien gentils, mais moi, ma fédération des fonctionnaires, je ne peux pas dire non. Hein. C'est-à-dire que vous avez le chef de FO qui leur a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous arranger sur ce coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'avant la fin de la session, juste avant les élections, eh ben, ils n'ont pas osé casser le statut de la fonction publique. Ils avaient viré, ils viraient Marcel Paul, ils viraient celui qui leur avait donné des boutons, c'est-à-dire Croizat, qui n'arrêtait pas de relever les salaires ouvriers en douce, alors qu'ils avaient tout bloqué. Bon. Oui, ou doubler les allocs familiales. Voilà, proclamer l'égalité des salaires féminins. Ils me font rigoler. C'est un décret Croizat de février 46. Réfléchissez à l'application. Hein. Et donc, Pinault, Christian Pinault, qui fricotait depuis des âges comme socialiste planiste avec les synarques et qui a continué et qui est devenu un véritable instrument de la synarchie comme son camarade Lacoste, comme bien d'autres. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez aller vérifier sur le journal officiel. Nous trouvons ce statut de la fonction publique entaché de totalitarisme, et nous le réviserons dans les meilleurs délais. 46. Avant les élections de 46. Je vous garantis l'authenticité du propos de Christian Pinault. Vous rendez-vous compte? Eh bien, c'était pour tout. Et quand il y avait des combatifs qui... Vous savez pourquoi ils avaient mis les communistes, ils ne pouvaient pas faire autrement, dans les ministères? Mais les plus droitiers l'avaient dit dans les conseils nationaux. Ce sera un plaisir pour nous de voir les communistes à la production industrielle. Vous savez, pour dire aux travailleurs danser devant le buffet. Mais c'est que, à l'époque combative, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont battus dans les usines, ils ont dit, mais écoutez, nous on n'y peut rien. André Philippe, il est ministre des Affaires, des Finances, il est ministre des Finances, il nous dit non à tout. Et ils ont mis les confédérés en situation difficile, parce que les confédérés, ils allaient voir Philippe en disant, mais écoute, c'est pas possible, quoi, tu te rends compte de la politique que tu fais, on se fait vomir partout. Comprenez ce que c'est que la différence entre la lutte et pas de lutte? Oui, on en a une image d'ailleurs très précise aujourd'hui au niveau syndical. Ben voilà. Et on va peut-être conclure là-dessus, parce que quand même le temps a filé. Donc merci Annie, merci Bernard.